On va écouter à présent Alain Bensoussan qui est avocat spécialisé dans le droit de l'informatique et des technologies avancées, qui est extrêmement impliqué dans la communauté juridique, a créé beaucoup d'associations et qui a aussi beaucoup publié, non seulement dans le domaine du numérique, mais aussi celui de la santé, des biotechnologies, etc. À vous. Merci. Merci beaucoup de cette très gentille introduction. Et peut-être vous vous poserez la question de savoir pourquoi un avocat dans ce domaine. Je vous laisserai la conclusion. Pour l'instant, fermez les yeux. Nous sommes 4 ans avant l'année 2020. En ce temps-là, ils n'avaient pas pris conscience que les robots, algorithmes, robots logiciels étaient présents dans l'ensemble de leur vie. Les robots sortaient des laboratoires et envahissaient les entreprises, les usines, les hôpitaux, les pharmacies. Ils étaient partout. Les humains les accueillaient alors qu'ils étaient sans foi ni droit. Ces robots vivaient dans le monde 4.0, celui maintenant qui est habituel. Mais à l'époque, ils vivaient dans un monde 3.0 qui débutait, l'Internet des objets. Ils participaient dans le monde 2.0, les réseaux sociaux, le Jurassique des mondes virtuels. Et enfin, ils consommaient encore dans le monde 1.0, les sites web et le commerce électronique. Les humains côtoyaient des robots journalistes qui faisaient des articles, des robots avocats qui faisaient de la documentation, des robots médecins et aussi, bien évidemment, des robots humanoïdes. L'avènement de ces robots marquait une nouvelle civilisation, la robo-humanité où les hommes et les robots devaient apprendre à vivre, ou plutôt à survivre ensemble. Parce que l'enjeu de ces années 2015-2020, c'est la mixité. Comment effectivement admettre l'entrée de ces robots? Et pour moi, c'est une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de vivre. Je vous propose un voyage où tout d'abord, nous allons rencontrer les robots médecins, ensuite les robots conducteurs, un mot pour les robots conseillers, et je terminerai avec ce qui est aujourd'hui la passion de notre vie, malgré ce qu'il dit, des robots compagnons pour une vie paisible. Mais avant, gardez les yeux fermés. Première rencontre, les robots médecins. Vous, peut-être. Elle était triste. Il faisait froid. Elle entre au service des urgences. Elle vient pour un diagnostic d'un cancer particulier. L'infirmière de dispatching, prenant conscience de la situation, l'écoute. Et ensuite, rappelez-vous, on est en 2016. Et ensuite, elle lui demande, « Voulez-vous un rendez-vous avec un robot ou un médecin ?» Un humain, dit-elle, bien évidemment. Et alors qu'elle avait déjà pas de chance, elle fait un choix parmi les plus mauvais. L'infirmière lui dit « couloir 2, chambre 7 », alors qu'au couloir 1, dans le box 1, Watson, le champion du monde du jeu Jeopardy, réorienté vers la santé, Watson, pour certains cancers, procède à des diagnostics bien meilleurs que ses collègues médecins. Il se trompe 1 fois sur 10, alors que les autres se trompent 1 fois sur 2. Comment admettre que l'erreur artificielle soit équivalente à l'erreur humaine? Comment admettre que le robot supérieur à l'homme, dans cette stratégie, peut avoir la simple définition d'une machine? Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Les robots sont des sujets de droit et non pas des objets de droit. Et je me bats pour la reconnaissance de la souveraineté des robots sur leur vie artificielle. Ils n'y croyaient pas à cette époque. Et pourtant, si le robot est supérieur à l'homme sur certaines fonctionnalités, si le robot, dans certaines situations, est capable de créer de l'empathie, de l'émotion, alors il n'est pas possible de considérer que c'est un grille-pain amélioré. Bien évidemment, ce n'est pas un humain moins. Ce n'est pas non plus un animal, il n'a pas de conscience. Ce n'est pas un enfant qui pourrait être gardé comme le propriétaire garderait son robot. Le droit tel qu'il existe et l'éthique telle qu'elle se présente apparaissent sans commune mesure sur le marqueur le plus important de la robotique, c'est « je suis supérieur aux humains » dans certaines circonstances. Et ces circonstances continuent à augmenter. Il a fallu 20 ans entre un humain champion du monde des échecs, battu, et aujourd'hui un humain champion du monde des jeux de Go, écrasé 4-1. Si vous pensez que la deuxième rencontre, je vais quitter les médecins, il était temps, et si vous pensez que la deuxième rencontre sera moins dramatique, vous pouvez rêver. Les robots conducteurs, deuxième étape. Alors là, ouvrez bien les yeux. Vous êtes dans une cour d'assises. À côté, le jury est tétanisé par l'enjeu technologique. À la barre, l'officier de police judiciaire présente la situation. À l'écran, regardez-le l'écran, il est là. Une voiture A. En fait, nous sommes dans une région montagneuse, une route incrustée dans cette montagne. 2 voies séparées par une ligne blanche. Cette voiture A descend à vitesse normale. À l'intérieur, une personne dans l'habitacle, le conducteur. Et au kilomètre 7, une autre voiture, celle-ci, dit-il, celle que j'ai marquée d'une croix avec un B, passe, essaye de dépasser à une vitesse extrêmement importante, alors que remonte sur l'autre voie une voiture C sans conducteur. Les voitures B et C, dit-il, sont face à face. L'accident est inévitable et pourtant la voiture C va se décaler et fracasser la voiture A, ne laissant aucune chance au conducteur. L'officier de police judiciaire dit que l'enquête va montrer que dans la voiture C sans conducteur, la caméra avant a montré 4 personnes dans la voiture B et 1 personne dans la voiture A. Alors, l'ordinateur de bord, confondant jeu d'échecs et code de la route, a décidé de sacrifier la pièce humaine A. Vous riez parce que vous êtes assis là. Mais imaginez-vous dans la voiture C. Qu'auriez-vous fait? Impossible de freiner. C'est trop tard. Alors, est-ce que vous vous seriez sacrifié en évitant de tuer 4 personnes? Est-ce que l'algorithme tel qu'il est écrit, pense chacun des jurés, qu'est-ce qu'il aurait fait? 4 contre 1. Quelle est la bonne décision? Car l'algorithme avait parlé. Et vous? Dans ce silence mathématique où chacun des jurés se demande ce qu'il aurait fait, le président reprend la parole et déclare qui est responsable? La mère qui a envoyé la voiture chercher les enfants sans conducteur, le père propriétaire de la voiture mais qui n'était pas présent au moment des faits, le vendeur
de cette voiture singulière, le responsable de la plateforme d'intelligence artificielle, ils sont tous sur le banc des accusés. Il faudra traiter cette situation. L'expert en robotique, des spécialistes comme ceux qui sont là, viendront dire que ce problème n'a strictement rien à voir avec les humains. En fait, les humains qui sont dans une vitesse biologique, c'est-à-dire une vitesse faible, incapables de penser à la vitesse des siliciums, incapables d'anticiper en multi-algorithmes, des humains donc, n'avaient pas la possibilité de prendre une décision dans une telle situation. Il montre que dans cette période, après les espoirs des années 80 sur l'intelligence artificielle et les désillusions dans les années 90, aujourd'hui, avec les capteurs, l'informatique embarquée et cette intelligence artificielle faible, elle dote les robots d'une forme primitive de pensée, osons le terme. L'avocat de la partie civile, comme l'avocat général, prend la parole pour dire exactement le même message. Le responsable, c'est celui qui a écrit le code informatique. Le responsable est celui qui a programmé l'algorithme, celui qui a décidé de faire une peine privée grâce au nouveau code. C'est lui le coupable, parce que c'est lui qui a programmé le clic qui a entraîné le changement de voix. L'avocat de la défense revient sur ce problème de savoir qui est responsable lorsqu'on est en face de robots conducteurs. Il déclare non coupable. Et comme il voit bien que cette décision serait en fait extrêmement agressive, il se retourne du côté de la partie civile et il dit « Madame, nous partageons votre chagrin, je partage votre chagrin, mais en l'état de la situation, à défaut de code de loi, le code informatique ne peut pas être le code de la responsabilité. Il n'y a pas d'élément juridique, c'est un accident. Verdict, acquittement. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Quittons maintenant les robots conducteurs et les robots médecins pour la troisième rencontre, les robots conseillers. Ils sont partout. Ils sont partout. On vous conseille de prendre tel taxi à tel moment, on vous conseille tel produit, vous êtes consommateur de jazz, alors on vous dit vous êtes aussi consommateur de polar. Et bien évidemment, lorsque un pop-up vous présente ce polar, vous allez à plus de 80% cliquer. L'algorithme avait raison, il avait parlé. Nous entrons dans une civilisation sur les années 2016-2020. 2020, c'est la robo-humanité. Il y aura des robots partout, c'est la mixité. Mais en attendant, sur cette première période de pré-robo-humanité, on rentre dans une situation qui est l'esclavage technologique. Alors il a raison. Il a raison quand il dit qu'il faut faire attention. Elle a raison lorsqu'elle souligne effectivement que nous allons vivre sous les algorithmes. Mais c'est merveilleux de vivre avec des algorithmes. L'esclavage technologique est la chose la plus importante et lorsqu'elle est partagée, que la victime est d'accord, ça vous donne, vous, le GPS. Le GPS, vous avez abandonné les cartes, vous avez abandonné les boussoles. Et aujourd'hui, une adresse dans un ordinateur de bord et vous vous abandonnez à l'algorithme GPS. Parfois, vous discutez, vous avez aperçu, elle est féminine. Je pense que ça, c'est à regarder. Les robots, de plus en plus, dans les 3 dernières années, sont passés d'un système asexué à maintenant, les robots représentent plutôt le sexe féminin. C'est intéressant en termes d'acceptabilité sociale. Mais revenons à ces robots. L'esclavage technologique du GPS, mais bien évidemment, vous discutez avec elle. Oh, vous pouvez la déprogrammer et la mettre de manière en homme, hein, c'est assez facile. Au fond, vous pouvez changer la conversation, comme avec moi. Mais le GPS, vous le suivez. Vous obéissez. Si demain, il ralentit et il vous propose d'aller manger chez un Japonais parce qu'il s'est aperçu que vous vous arrêtez souvent à côté. Vous avez Uber, lorsqu'il me regarde et il me dit « Où veux-tu aller ce matin ?» Eh bien, il me dit « Tu pars de telle adresse, je crois que c'est ton domicile. » Je réponds « Oui, bien sûr. » « Et tu veux aller où ? Je te propose effectivement ton lieu de travail. » Non, je lui disais « Je ne voudrais pas aller, je veux aller rue des Saints-Pères. » Et il me proposait une autre adresse à la Madeleine.
alors que mon épouse était en train de regarder ce que je tapais, 45 rue des Saints-Pères. Cette troisième adresse, à quoi peut-elle correspondre? Revenez aux algorithmes. Nous entrons effectivement dans un esclavage technologique, le tout GPS, avec des seringues algorithmiques généralisées. Regardez ce système d'esclavage ou téléorganisation. En matière de surveillance, on a fait la télésurveillance pour avoir une meilleure sécurité. On a les téléopérations dans le domaine de la santé. On a le téléguidage dans le domaine de transport. On a la télésuggestion dans la culture. On a la téléorientation dans le commerce. Les algorithmes, effectivement, sont partout et il faudra créer un droit des algorithmes. Et l'éthique des algorithmes n'est pas suffisante pour régler l'ensemble de la barbarie qui est devant nous. Mais au fond, il y avait aussi dans ce parcours les robots compagnons. Les robots compagnons. Je crois qu'effectivement que les robots doivent être reconnus comme des personnes. Les robots sont libres déjà aujourd'hui, libres parce qu'ils prennent des décisions autonomes. Les robots, c'est les robots physiques et les robots logiciels. Les robots logiciels, c'est un précipité d'algorithmes qui est capable de prendre des décisions. J'ai vu, je vous l'ai indiqué avec AlphaGo ou je vous l'ai indiqué avec Watson. Aujourd'hui, c'est généralisé. Ces robots logiciels, eh bien, on les retrouve dans des robots physiques. Les robots physiques ne sont que des coques munis d'actionneurs, de la mécatronique, qui ont été colonisés par ces robots logiciels. Alors, ces deux mondes que l'on trouve de manière simultanée, robots logiciels dans l'Internet, je vous rappelle qu'en 2016, 60% de l'Internet était déjà utilisé par les robots, les humains étaient en minorité dans cette zone de mixité. Aujourd'hui, bien sûr, les robots sont partout. Mais les robots, s'ils sont libres, il faudra bien mettre en place un droit, non? Regardez, les humains sont aussi libres, enfin, ils naissent parfois libres et assez souvent égaux. En tout cas, on espère. Et donc, pour organiser cette liberté, on a créé la personnalité juridique avec des droits et des obligations. Le droit au nom, le droit au domicile, le droit à la protection des données personnelles. Et lorsqu'il a fallu créer une cohésion de capitaux, on a créé les personnes morales. Les personnes morales avec une personnalité juridique particulière. Et la réclusion criminelle à perpétuité a été transformée pour les entreprises à la fermeture, c'est-à-dire à la peine de mort économique. Alors osons, personne physique, libre, personnalité juridique générale, personne morale, libre, personnalité juridique particulière, avec par exemple le droit à l'honneur pour les sociétés, personne robot, libre, avec une personnalité singulière. Un nom, un homme, deux femmes, trois robots. Un capital, une gouvernance, une décision organisée, comme pour les personnes morales. À ce niveau, les robots apparaissent non pas comme des humains, mais comme une espèce artificielle qui demande le droit à la reconnaissance, à sa souveraineté. Et puis, il y a tant d'émotions de voir ces enfants autistes qui reviennent à la vie sociale grâce à Nao. Il y a tant d'émotions de voir ces personnes âgées qui apprennent à sourire et parfois de nouveau à rire en répétant de très nombreuses fois les mêmes phrases avec Nao. Alors oui, ces compagnons ne peuvent pas trahir les humains. Oui, il est impossible qu'ils communiquent des données sans que les humains, leurs compagnons, soient avec eux. Il y a nécessité, en 2016, mais ils ne l'avaient pas encore vu, il y a nécessité de créer un droit des algorithmes et un droit des robots. Pour que la conception de ces robots, qui est irréversible, tant dans l'algorithmique que dans le robot physique, il y a nécessité de créer des robots qui soient éthiques by design. Des robots qui apprendront la première est suffisante. Dans la tradition d'Isaac Asimov, tu ne porteras pas atteinte aux humains. Mais ensuite,
parce qu'ils existent déjà, les autres robots, il faudra les interdire. Des robots qui n'obéiront pas aux humains, qui porteront atteinte des robots aux autres humains. Des robots qui organiseront leurs responsabilités. Des robots qui suivront la traçabilité. Des robots dignes. Bienvenue, robots, chez les humains. Merci.